Qu'est-ce qui se passe-t-il quand ceux qui écrivent les règles, décident tout simplement d'arrêter d'y suivre? Ouais, c'est toute une question. Et là, on parle pas d'une dictature lointaine ou d'un régime autoritaire assumé, non. On parle du cœur même de l'Union européenne, un pays qui est carrément perçu comme un pilier de l'ordre démocratique moderne. C'est un paradoxe assez troublant, en effet. Parce qu'on s'imagine toujours que dans ces démocraties fondatrices, l'état de droit est coulé dans le béton. Exactement. Et pourtant, aujourd'hui, on se penche sur le cas de la Belgique, un pays qui abrite les plus grandes institutions européennes, mais qui se fait qualifier de l'intérieur par ses propres hauts magistrats d'État voyou. Ouais, et c'est pas une expression qu'on lance à la légère en droit. Vraiment pas. Pour cette plongée analytique, on a devant nous une pile de rapports juridiques exhaustifs, des analyses de sciences politiques, des manifestes citoyens. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment une démocratie aussi établie a pu se gripper à ce point-là. Absolument. Comprendre comment on en arrive à bafouer l'état de droit. C'est ça. On va décortiquer les structures de pouvoir invisibles qui tirent les ficelles en coulisses et surtout analyser l'arsenal juridique que des citoyens déploient en ce moment pour tenter de reprendre le contrôle. Bon, décortiquons un peu tout ça. Allons-y. Pour vraiment saisir l'ampleur du dysfonctionnement, je pense qu'il faut commencer par regarder les symptômes les plus graves. On a littéralement un État qui refuse d'obéir à ses propres lois. C'est vraiment le cœur du problème. Et il faut préciser dès le départ qu'on n'est pas face à un renversement de pouvoir spectaculaire ou un coup d'État militaire, là. Non, c'est beaucoup plus subtil. Exact. Ce qu'on observe à travers ces documents, c'est une érosion systémique. C'est une lente désobéissance institutionnelle, mais qui est totalement assumée par l'exécutif. C'est effarant quand on regarde les données du dossier. Si on prend juste la crise de l'asile avec l'Agence fédérale FEDASIL, entre 2021 et 2026, l'État belge a accumulé plus de 16 000 condamnations par ses propres tribunaux. Ouais, 16 000, c'est vertigineux. C'est énorme, tout ça pour défaut d'hébergement. Et ça s'est traduit par des astreintes, donc des pénalités financières impayées qui dépassent les 278,5 millions d'euros. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas aux frontières nationales. La Cour européenne des droits de l'homme a même dû intervenir dans ce dossier. Ah oui, l'arrêt Camara, c'est ça. Exactement, l'arrêt Camara contre Belgique. La Cour a utilisé une expression très forte. Elle a parlé de, et je cite, « carence systémique ». Ouf, carence systémique. Ouais, ce qui veut dire qu'on ne parle plus d'une simple erreur administrative ou d'un manque de lit temporaire. C'est devenu une véritable doctrine de gouvernance. L'État choisit délibérément de ne pas appliquer la loi. Et ça crée des scènes complètement surréalistes sur le terrain. Les sources mentionnent des huissiers de justice qui débarquent directement dans les ministères pour saisir des meubles, des chaises, des bureaux. Ouais, pour essayer de forcer le paiement de ces fameuses astreintes. C'est fou. Moi, l'analogie qui me vient en tête, c'est comme si on jouait à un jeu de société et que la personne qui a écrit les règles refusait obstinément de payer la pénalité quand elle tombe sur la mauvaise case. C'est une très bonne image. À un moment donné, ça ruine complètement le contrat social. Comment un gouvernement peut exiger qu'un citoyen paie ses impôts s'il piétine lui-même les décisions des juges? Ce qui est fascinant ici, c'est justement l'utilisation du terme « État voyou » pour décrire cette situation. Oui, le fameux « rogue state » en anglais. C'est ça. À la base, c'est un terme de géopolitique pure. C'était utilisé par George W. Bush au début des années 2000 pour parler de régimes autoritaires proliférants. Même le politicien belge Bart De Wever l'a utilisé à l'ONU pour qualifier d'autres pays. Et là, ça se retourne contre eux. Complètement. Aujourd'hui, ce terme a été réapproprié par la justice belge elle-même pour décrire un gouvernement qui se place consciemment au-dessus des lois, souvent en invoquant un manque de financement, mais surtout avec un cynisme politique évident. Mais attends. C'est là que je bloque un peu dans l'analyse. Si un gouvernement accumule des millions en amendes impayées et refuse d'appliquer la loi, le Parlement est censé intervenir, non? C'est le rôle des députés de sanctionner l'exécutif. Pourquoi personne ne tire la plug? Ah, la réponse est simple mais brutale. C'est parce que le Parlement a été neutralisé. Neutralisé carrément? Oui. C'est ce que les documents décrivent comme la transformation de la démocratie représentative en une particratie. La particratie. Il y a d'ailleurs l'économiste Bruno Colemente dans nos sources qui utilise une expression encore plus forte. Il parle de particratie consulaire. Ouais, une définition très percutante. Il explique dans le fond que l'État est devenu dirigé par une sorte de junte de présidents de partis politiques. Et le détail qui tue,
c'est que la majorité de ces présidents ne sont même pas membres du gouvernement. Absolument, ils tirent les ficelles de l'extérieur. Et pour comprendre à quel point c'est ancré, il faut juste regarder le taux de discipline de vote au Parlement. Ça atteint les 99,73 %. 99,73 %, c'est plus de la délibération à ce stade-là, là, c'est de la chorégraphie. C'est ça, les dés sont jetés d'avance. Mais ça entre en collision frontale avec leur propre constitution. Ça, l'article 42 est super clair. Il stipule que les membres des chambres représentent la nation entière et il interdit formellement le mandat impératif. Tout à fait. Un élu est censé voter selon sa conscience. Sauf que dans la linéalité sociologique qu'on observe, si un élu vote contre la ligne dictée par son parti, ben c'est la mort politique instantanée. Et c'est là qu'il faut nuancer pour comprendre l'origine du phénomène. C'est ce qu'on appelle la théorie de la paralégalité. OK, explique-moi ça. Historiquement, la Belgique, pour éviter de se fracturer sur le plan linguistique, a mis en place un compromis appelé le consociationnalisme. Un mot pas facile à placer dans une conversation. Non, en effet, mais en gros, c'était vital pour la paix communautaire. Sauf que ce système a muté. Aujourd'hui, les partis ont le monopole absolu des candidatures et du financement. On parle de 75 millions d'euros de fonds publics distribués aux partis. OK, je viens de faire l'avocat du diable une seconde ici. Une forte discipline de parti, on voit ça ailleurs, on voit ça chez nous au Canada, on voit ça au Royaume-Uni. Les élus votent selon la ligne du parti pour éviter le chaos. Qu'est-ce qui est si particulier en Belgique? C'est l'ampleur des moyens et le contrôle total. Avec ces 75 millions, les partis se payent des centres d'études énormes. Ça transforme les députés qui n'ont pas ces ressources-là à titre individuel en simple presse-bouton d'une franchise politique. Ils sont totalement dépendants. Ah, je vois, l'asymétrie de ressources est tellement grande que le député ne pèse plus rien. Exactement. L'élu n'est qu'un exécutant. Fait que si les décisions ne se prennent plus du tout au Parlement par les députés, elles se prennent où concrètement? Parce qu'il y a bien quelqu'un qui décide de tout ça. Elles se prennent dans une pièce fermée, sans aucune existence légale, ce qu'on appelle le cairn. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce fameux cairn, c'est quoi au juste? C'est le Conseil des ministres restreint. Ça réunit le premier ministre et les vice-premiers ministres. Et la chose stupéfiante qu'on apprend dans les textes, c'est que ce cairn n'a aucune base constitutionnelle. C'est un organe purement de facto. C'est ça. Le Conseil des ministres formel existe légalement, lui, mais il est devenu une simple chambre d'entérinement. C'est fou. Moi, je vois ça comme un conseil d'administration fantôme dans une très grande entreprise publique. Ouais, l'image est bonne. T'sais, ils prennent toutes les grandes décisions budgétaires, les lois, tout ça en huis clos. Ils ne produisent aucun procès-verbal archivé, contrairement au conseil officiel. Et ensuite, ils demandent aux employés, donc le Parlement, de signer le document final sans poser de questions. Si on relie ça à la situation globale, c'est encore plus opaque qu'on le pense. Parce qu'avant même le cairn, il y a ce qu'on appelle les DAB. Les DAB, Les directeurs van het algemeen beleid. Ce sont des réunions de chefs de cabinet de l'ombre. Ils déminent tous les dossiers politiques complexes avant même que les ministres du cairn entrent dans la pièce. wow! Donc une couche d'opacité supplémentaire. Mais légalement, comment c'est possible? Il n'y a pas des lois d'accès à l'information en Belgique? Bien, c'est là que l'architecture légale protège cette opacité de manière brillante. Prenons la loi sur la publicité de l'administration du 12 mai 2024. OK. À l'article 32, cette loi exclut spécifiquement de l'accès public les documents liés au secret de la stratégie politique. Ah, ben voilà la faille. Le secret de la stratégie politique, c'est un concept tellement large, c'est un verrouillage juridique parfait. Exact. Si tu demandes un document gênant, on te répond que c'est de la stratégie politique et c'est fini. Fait qu'on a un système étanche, surfinancé, qui s'autorise à ignorer la justice et l'électeur isolé semble complètement impuissant là-dedans. Mais on a lu dans les rapports que l'ingénierie juridique citoyenne a commencé à trouver des failles. Oui, et c'est la partie la plus porteuse d'espoir de notre analyse, la riposte citoyenne. Comment les citoyens utilisent les propres lois de l'État contre lui-même. C'est fascinant. Parle-moi de l'initiative Democratisa-SAC. Cette initiative est très ingénieuse. Elle s'inspire de la Klimatatzaak, une affaire historique où plus de 71 000 citoyens avaient fait condamner l'État belge pour son inaction climatique. Ah oui? Une victoire citoyenne majeure? Ben là, Democratisac vise une action collective, mais en responsabilité civile, en utilisant le livre 6 du Code civil belge pour forcer une réforme de la particratie. Et la stratégie juridique est vraiment pointue.
Ils exploitent l'article 15 ter d'une loi de 1989. Tout à fait, la loi sur le financement des partis. C'est ça. Cette loi prive de financement public un parti qui serait hostile à la Convention européenne des droits de l'homme, mais curieusement, elle oublie complètement de sanctionner un parti qui violerait la Constitution belge elle-même, comme le fameux article 42 sur le mandat libre dont on parlait tantôt. C'est une omission flagrante. Et le but de Démocratie Zazac, c'est de forcer ce qu'on appelle une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour dénoncer cette discrimination. C'est tellement intelligent. Utiliser un angle mort de la loi pour attaquer le portefeuille des partis politiques, mais il y a aussi un autre outil constitutionnel qu'ils utilisent, l'article 159, l'exception d'illégalité. Ça, c'est un pouvoir extraordinaire. L'article 159 donne un pouvoir perpétuel et diffus à n'importe quel juge, même un juge local de première instance. Donc, pas besoin d'aller en Cour suprême ou constitutionnelle. Non, pas du tout. Ce juge local peut refuser d'appliquer un règlement gouvernemental s'il estime qu'il est illégal ou inconstitutionnel. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire, au fond? Que n'importe quel citoyen peut contester un règlement issu de l'opacité du cairn devant un juge de quartier? Dans les faits, oui. C'est une forme de décentralisation de la justice constitutionnelle qui permet de contourner les blocages du système central. C'est une vraie arme de guérilla juridique. Et puis, si jamais tout ça bloque au niveau national, les citoyens ont aussi le filet de sécurité européen, n'est-ce pas? Absolument. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme, la CDH. Et un cas emblématique récent, c'est l'arrêt Mudgeman-Gango. Ah, ce dossier-là est fascinant. Oui, parce que cela soulève une question importante sur l'impartialité. En gros, la CDH est venue dire à la Belgique que son système où le Parlement valide lui-même les élections de ses propres membres, c'est contraire aux droits fondamentaux. Ben oui, tu ne peux pas être juge et parti. Les partis politiques ne peuvent pas enquêter sur leurs propres irrégularités électorales. Exactement. Et cet arrêt a été un coup de semonce très puissant depuis l'extérieur. Mais on s'entend, le but de toutes ces démarches citoyennes, ce n'est pas de gagner de l'argent avec des recours civils. Non, pas du tout. Le but, c'est de créer un choc juridictionnel. Un choc juridictionnel, j'aime le terme. En droit belge, il y a une interdiction de l'action populaire, l'actio popularis. Tu ne peux pas juste attaquer une loi parce qu'elle ne te plaît pas. Il faut prouver un intérêt personnel. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent être créatifs en regroupant des plaignants spécifiques. C'est ça. Ils regroupent par exemple des élus défectionnaires qui ont été lésés par le système particratique. En utilisant leurs griefs personnels, ils forcent la justice à se pencher sur le fonctionnement interne des partis. Et le but ultime de tout ça, c'est quoi? C'est de contraindre le Parlement à adopter une vraie loi organique sur la transparence et le fonctionnement démocratique des partis politiques. Wow, c'est tout un voyage intellectuel qu'on vient de faire. Si on résume, on a un système consociatif qui, à l'origine, voulait juste préserver la paix communautaire. Des intentions nobles au départ. Ouais, mais qui a fini par donner tout le pouvoir à des partis politiques opaques via le cairn, ce qui a neutralisé les élus en ignorant l'article 42 et qui s'érode aujourd'hui au point de refuser d'appliquer les décisions de ses propres juges. Le fameux diagnostic de l'État voyou. C'est exactement ça. Mais ce qui ressort de notre analyse aujourd'hui, et ça permet de voir plus large, c'est que la riposte existe. Ces stratégies de guérilla juridique, le fait d'utiliser les propres contradictions légales d'un État pour casser un monopole politique, c'est brillant. C'est une démarche juridique extrêmement sophistiquée. Et on peut vraiment se demander si, dans l'éventualité où ça réussit en Belgique, ça ne pourrait pas fournir un mode d'emploi exportable, une sorte de guide fascinant pour d'autres démocraties à travers le monde qui souffrent elles aussi de l'emprise étouffante des partis sur le bien commun. Et c'est clair que beaucoup de juristes internationaux ont les yeux rivés sur ce qui se passe là-bas en ce moment. Définitivement, c'est une bataille juridique qu'il va falloir suivre de très près. Imaginons un instant une partie de jeu de société. OK. Sauf que dans cette partie-là, il y a un petit groupe de joueurs qui contrôlent non seulement la banque, mais ils ont aussi le droit exclusif de réécrire les règles pendant qu'on joue. Ah, ça, c'est jamais bon signe. Non, exact. Fait que s'ils voient qu'un autre joueur commence à gagner, ils changent simplement la loi pour l'empêcher d'acheter des propriétés. N'importe qui dirait que le jeu est complètement truqué, pas vrai? Oui, absolument. Ouais. Bien, selon les experts juridiques qu'on va examiner aujourd'hui, c'est pas un jeu de société, c'est genre le fonctionnement réel du système politique en Belgique. Fait que l'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de comprendre comment des citoyens ordinaires
tentent d'utiliser les tribunaux pour, dans le fond, pirater ce système-là et combattre ce qu'on appelle la particratie. Et je t'arrête tout de suite, parce qu'avant même de plonger là-dedans, il est vraiment crucial de faire une mise au point. Oui, c'est important. Les documents puis les rapports d'expertise qu'on décortique aujourd'hui, ils touchent à des questions hautement sensibles sur le plan politique. Ça implique des partis de tous les horizons. Tu sais, ça va du mouvement réformateur jusqu'au Parti du travail de Belgique. Oui, tout le spectre y passe. Exactement. Fait qu'il faut que ce soit très clair pour ceux qui nous écoutent. Cette analyse-là, elle n'endosse absolument aucune idéologie politique. Zéro. Notre seule et unique mission aujourd'hui, c'est d'exposer les faits, de décrypter les mécanismes, puis d'expliquer les stratégies juridiques qui se trouvent dans nos sources. On regarde comment la mécanique du droit fonctionne en toute impartialité. Je suis tout à fait d'accord. On garde la tête froide, puis on analyse la patente. Puis honnêtement, je suis fascinée parce que c'est un vrai casse-tête. Oh oui. OK, on décortique ça. Comment est-ce qu'on peut poursuivre un système politique au grand complet en justice? Le problème de base, c'est que pour aller en cours, on utilise des lois qui ont été écrites par les politiciens eux-mêmes. C'est ça le gros paradoxe. Fait que pour comprendre comment attaquer cette fameuse particratie, il faut d'abord comprendre comment elle a fait pour s'installer aussi confortablement. Qu'est-ce qui a déraillé au juste? Mais c'est vraiment le cœur du diagnostic posé par nos sources. Tu sais, historiquement, on nous enseigne que le système est une démocratie représentative. Ouais, on élit des gens qui nous représentent au Parlement. Exact. Mais dans les faits, le système a glissé vers ce que les théoriciens appellent une logique de parti cartel. Des sociologues puis des chercheurs expliquent que les partis politiques, c'est plus de simples courroies de transmission entre le peuple et l'État. Oui, on a muté, dans le fond. Ouais, ils ont complètement muté. Ce sont devenus d'immenses machines d'autopréservation, un peu genre comme des grandes corporations privées où la priorité numéro 1, c'est la survie de la structure, bien avant l'intérêt général. OK, fait que l'appareil bureaucratique du parti devient plus important que les idées qu'il est censé défendre. Absolument. Puis pour maintenir cette emprise-là, le cartel repose sur 3 piliers extrêmement solides. Le premier, c'est l'argent. Évidemment. Le financement public monopolistique. Tu sais, depuis une loi adoptée en juillet 1989, les grands partis touchent une véritable rente. C'est de l'argent public qui coule à flot. Puis le pire, c'est que ce financement-là exige aucune réelle transparence ou démocratie interne. Ça permet aux partis d'accumuler des dizaines de millions d'euros. C'est fou. Des trésors de guerre gigantesques qui rendent pratiquement impossible l'émergence de nouveaux mouvements citoyens. La barrière à l'entrée est devenue genre infranchissable. C'est le nerf de la guerre. S'il contrôle le portefeuille, il contrôle le reste. Mais l'argent seul, ça suffit pas pour diriger un pays, non? Non. Puis c'est là qu'intervient le deuxième pilier, qui est la colonisation pure et simple de l'appareil d'État. OK. Les partis contournent l'administration publique normale, tu sais, l'administration neutre, en gonflant démesurément ce qu'on appelle les cabinets ministériels. Ah oui, les fameux cabinets. Ouais, ce sont des zones très opaques, remplies à rebord de fidèles du parti. Mais l'emprise va encore plus loin, au niveau local, avec les intercommunales. C'est quoi ça, des intercommunales? C'est des structures qui gèrent les services publics comme l'eau ou les déchets, puis qui gèrent des fonds colossaux. On parle d'un bilan cumulé de plus de 45 milliards d'euros. Voyons donc, 45 milliards! Ouais. Fait que les partis utilisent ces structures-là comme des réservoirs inépuisables pour distribuer des postes puis des salaires à leurs chums, à leurs affiliés. Attends un peu, je vais être bien certaine de comprendre. Ils ont l'argent public national, puis ils contrôlent aussi les immenses budgets locaux? Exact. Mais au final, ce sont quand même les députés qui votent les lois au Parlement. S'ils trouvent que ça va trop loin, ils peuvent juste voter contre, non? L'article 42 de la Constitution belge, si je me fie à nos notes, dit très clairement qu'il n'y a pas de mandat impératif. C'est ça. Fait qu'un élu est libre de voter selon sa conscience. Sur papier, oui, puis c'est là que réside le paradoxe le plus frappant de tout le dossier. La Constitution interdit de forcer le vote d'un député, mais le troisième pilier de la particratie, c'est le contrôle absolu des carrières via la discipline de vote. OK, mais comment ils font s'ils n'ont pas le droit? Par la coercition interne. Les présidents de partis, c'est eux qui ont le monopole sur la création des listes électorales. Ah, je vois. Si un député décide soudainement de suivre sa conscience puis de voter contre la ligne du parti, bang, il est dehors. La sanction est immédiate puis non officielle. On le relègue à une place non éligible pour les prochaines élections. C'est carrément la fin de sa carrière. Fait qu'on les tient par la peur de perdre leur emploi. C'est littéralement de l'extorsion politique. Ouais.
Mais si c'est tellement flagrant, pourquoi un juge il dit pas simplement « Minute, cette loi-là a été votée sous la menace, elle est anticonstitutionnelle. » Ben, parce que les tribunaux nationaux y ferment complètement les yeux, puis ce qui est fascinant ici, c'est la contorsion juridique. Comment ça? La Cour constitutionnelle belge, avec son fameux arrêt 130 de 2016, elle a construit un mur de briques entre le droit puis la politique. La Cour a décidé que la pression interne d'un parti, ça relève de la liberté d'association. Ah! Oui, un parti est vu juridiquement comme un club privé. C'est une blague. Non. Donc, tant que le député a physiquement appuyé sur le bon bouton au moment du vote au Parlement, le vote est considéré comme valide. Le droit actuel refuse d'aller voir ce qui s'est passé dans les coulisses du club privé. C'est fou quand on y pense. Fait que si on suit cette logique-là, le système est complètement blindé de l'intérieur. Si je suis une simple citoyenne que je vois mon argent financer ce système fermé-là, puis que j'essaie de poursuivre l'État pour ça, je vois juste frapper un mur. Un mur de béton armé. Le droit belge interdit ce qu'on appelle l'action populaire individuelle. Tu peux pas attaquer une loi simplement parce que tu es un citoyen puis que tu la trouves injuste. OK. Il faut prouver qu'on a un intérêt à agir personnel puis direct, ce qui est extrêmement difficile pour un système aussi vaste. En plus de ça, le gouvernement a récemment durci les règles pour empêcher le monde de fouiller. De quelle façon? Il y a une loi de mai 2024 qui permet désormais à l'exécutif de cacher les documents vitaux en plaidant simplement la stratégie politique. Ah oui, l'affaire me mista dans nos sources. On parle quand même d'un dossier où il y avait près de 100 millions d'euros de matériel sanitaire périmé. Ouais. Puis le ministre a pu bloquer les demandes de transparence des journalistes et des citoyens juste en disant « c'est confidentiel, c'est politique ». Exactement. C'est le verrouillage total. Fait que face à ce mur-là, les juristes ont dû trouver une brèche. Si on ne peut pas y aller seul, il faut y aller en groupe. La force du nombre. C'est ça. La clé, c'est de bâtir un préjudice collectif pour créer cet intérêt à agir devant les tribunaux. Puis l'exemple parfait de cette mécanique-là, c'est l'affaire Climat, le climat de sac, qui a été jugé en 2023. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là concrètement? 60 000 citoyens se sont regroupés en association pour poursuivre l'État belge. Non pas pour une loi spécifique, mais pour son inaction globale face au changement climatique. Puis ils ont gagné? Ils ont gagné. La justice a reconnu que l'État violait son devoir de diligence. C'est un principe de responsabilité civile très basique basé sur les articles 1382 puis 1383. C'était une révolution. Ah, wow! Oui, parce que ça a prouvé qu'un juge, face à une action collective massive, peut ordonner à l'État de respecter ses obligations, même si le gouvernement est paralysé par ses propres magouilles. OK, donc un gros groupe peut faire plier l'État sur des enjeux environnementaux, mais comment on traduit ça pour attaquer la machine politique elle-même? C'est plus complexe, ouais. Ben oui, tu peux pas juste rassembler 60 000 personnes qui disent « Hey, salut, on n'aime pas la particratie ». Il faut un angle d'attaque tangible, non? Exact. Et cet angle d'attaque-là, selon nos documents, il se trouve sur le terrain des droits sociaux. Les droits sociaux. Oui, ce sont les syndicats puis les grandes associations citoyennes, comme la Ligue des familles, par exemple, qui mènent ce combat de front. L'arme qu'ils utilisent, c'est de documenter ce qu'on appelle le non-recours aux droits sociaux. Le non-recours. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Imagine quelqu'un qui a droit à une aide financière au chômage. L'État met en place des formulaires en ligne, impossible à comprendre. Ah ça, on connaît ça. Voyons, il exige des dizaines de justificatifs contradictoires, puis il crée des temps d'attente interminables. C'est un labyrinthe administratif qui est littéralement conçu pour épuiser les gens. Fait que le monde abandonne. C'est en plein ça. Une grande partie de la population jette l'éponge. Ils abandonnent leurs droits. Puis chaque fois que quelqu'un abandonne, l'État économise de l'argent. C'est systémique. C'est tellement cynique. Il mise sur notre épuisement bureaucratique. Oui. Et les associations, elles, utilisent cette privation organisée-là pour aller en cours. Elles s'appuient sur l'article 23 de la Constitution belge qui garantit le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. OK, je vois le lien. Elle prouve aux juges que la complexité des lois créées par la particratie cause un préjudice collectif réel à des milliers de personnes vulnérables. C'est super intelligent. Mais c'est là qu'on arrive à un point crucial de notre analyse. Si ces associations-là puis ces syndicats-là sont les seuls à avoir le poids, l'expertise puis les avocats pour traîner le gouvernement devant les tribunaux, Ouais, ils deviennent le dernier véritable rempart de la démocratie. absolument. Mais si j'étais un politicien cynique au pouvoir puis que je voyais ces ONG-là bloquer mes décisions avec des recours collectifs, je chercherais simplement un moyen de les faire taire, pas vrai? C'est exactement l'escalade à laquelle on assiste en ce moment. C'est pas de la science-fiction. Ouf!
Nos sources consacrent une section entière à cette menace imminente, puis c'est ce qui nous amène à parler de la fameuse loi Quinten qui a été adoptée très récemment, en mai 2026. Quand on regarde les notes sur la première version de cette loi-là, je te jure, ça fait froid dans le dos. De quoi on parlait au départ? L'avant-projet, qui était poussé par l'exécutif, prévoyait de donner au gouvernement le pouvoir de dissoudre administrativement n'importe quelle association jugée menaçante pour l'ordre public. Dissoudre. Juste de même. Ouais. Puis la nuance terrifiante, c'est que ça se faisait de manière unilatérale, sans même avoir à passer par un juge au préalable. C'est l'équivalent de mon analogie du début, mais en 10 fois pire. Mais C'est genre comme si l'arbitre d'un match de soccer donnait un carton rouge à toute une équipe puis l'expulsait du stade avant même que le coup de sifflet initial retentisse, juste parce qu'il soupçonne que les joueurs pourraient faire une faute. Il n'y a aucun procès. c'est une excellente image. C'est une sanction purement administrative. Heureusement, face à ce projet-là, il y a eu un tollé monumental. Tant mieux. Un front commun s'est formé. Les 3 grands syndicats du pays, la Ligue des droits humains, Amnesty International, ils ont mis une pression tellement forte que le gouvernement a dû reculer sur l'idée de la dissolution définitive. OK, mais c'est quoi la version qui a finalement été adoptée en mai 2026 alors? Elle reste extrêmement dangereuse pour les libertés civiles. La police administrative a maintenant le pouvoir d'imposer des suspensions temporaires à des organisations par simple arrêté royal. Aïe aïe! Ils peuvent interdire certaines activités, censurer des slogans lors de manifestations, puis la loi va jusqu'à prévoir des peines de prison allant de 6 mois à 3 ans pour quiconque participerait à un groupement qui a été suspendu. Mais c'est une attaque frontale contre la liberté d'association, ça. Clairement. Comment la société civile peut-elle survivre à une loi pareille? Parce que jouer constamment à la défensive, à un moment donné, c'est épuisant. C'est pour ça que les praticiens du droit ont compris l'urgence. Nos sources détaillent un protocole qu'ils ont nommé l'arsenal juridique de défense. OK. C'est pas juste de la théorie, tu sais. C'est un véritable manuel de résistance opérationnelle en 5 phases. Le but, c'est de judiciariser immédiatement et agressivement la moindre tentative d'intimidation de l'État. Concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi? Ça commence par la phase 0, la prévention. Avant même qu'une sanction tombe, les associations auditent leur propre statut pour s'assurer qu'ils sont inattaquables. Une bonne base. Elles mettent aussi en place des réseaux d'alerte chiffrés, en utilisant des applications comme Signal ou ProtonMail, pour pouvoir communiquer si le gouvernement décide de bloquer leurs canaux officiels. Fait qu'on se prépare vraiment au pire. C'est des tactiques de résilience numérique. Mais si la sanction tombe pour de vrai, Là, on active les phases 2 puis 3. ce sont des frappes chirurgicales juridiques. Genre? Des référés en extrême urgence devant le Conseil d'État pour suspendre la décision du ministre, puis des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. OK. Ensuite, la phase 4 vise à internationaliser l'affaire très rapidement. On saisit les rapporteurs spéciaux de l'ONU pour alerter sur la violation des droits humains. Mais tu sais, la vraie force de cet arsenal-là, Ouais. c'est la phase 5. Ah, c'est là qu'on passe aux choses sérieuses, la contre-attaque personnelle. Absolument. La phase 5 consiste à déclencher des poursuites pénales directes contre les fonctionnaires puis les ministres eux-mêmes. Wow, OK. En s'appuyant sur l'article 151 du Code pénal belge, les avocats des ONG ciblent les décideurs publics pour abus d'autorité puis forfaiture. En parallèle, ils réclament des dommages puis intérêts massifs à l'État. Fait qu'ils y vont pour le portefeuille? Exact. L'idée, c'est de créer une stratégie de dissuasion. Si un ministre décide de jouer avec la liberté d'expression, il sait qu'il devra personnellement engager sa propre responsabilité pénale et financière devant un juge. C'est brillant. Fait qu'on retourne la pression contre l'individu plutôt que contre l'institution qui est sans visage. C'est ça l'objectif. Sauf que, même avec cet arsenal-là, la loi Quintet nous montre qu'on est toujours en train de réagir aux attaques. Je suis curieuse, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter de jouer en défense puis de passer à l'offensive? Tu sais, de s'attaquer au cœur même de la bête, au financement des partis? Oui, puis ça, c'est la partie la plus ambitieuse de notre analyse d'aujourd'hui. Les juristes proposent un plan d'action collectif pour démanteler le financement particratique. Puis tout repose sur un outil constitutionnel que la plupart des citoyens connaissent même pas. L'article 159. J'ai tellement aimé lire là-dessus dans nos notes. Si on devait l'imager, tu sais, l'article 159, c'est un peu comme le disjoncteur électrique d'une maison. J'aime l'analogie. Si le gouvernement envoie une surcharge de courant illégale dans le système en passant un arrêté ministériel, n'importe quel juge ordinaire, même dans un petit tribunal de quartier, a le pouvoir de déclencher le disjoncteur. Ouais. Il peut juste dire « Hop, cet arrêté-là est illégal,
On coupe le courant, je refuse de l'appliquer dans mon procès. C'est-tu bien ça? C'est exactement ça. En termes juridiques, on appelle ça un mécanisme de contrôle diffus. Puis sa plus grande force, c'est qu'il est imprescriptible. Ce qui veut dire, Contrairement à d'autres cours administratifs qui expirent après genre 60 jours, l'article 159 y est permanent. Les citoyens peuvent l'invoquer à tout moment pour paralyser une règle illégale, même des années après qu'elle a été adoptée en catimini. c'est super puissant. Fait qu'autour de ce disjoncteur-là, les praticiens ont bâti un plan d'attaque en 3 phases. OK, décortiquons ça. La première phase, j'imagine que c'est la préparation du terrain. L'étape 1, c'est de créer une coalition solide entre des citoyens ordinaires puis des ONG agréées. Ça, c'est pour avoir le fameux intérêt à agir collectif dont on parlait tantôt. Oui. Ensuite, il faut constituer ce qu'on appelle un dossier probatoire inattaquable. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce dossier-là concrètement? On peut pas juste arriver devant le juge puis dire que le système est pourri? Non, ça marchera pas. Faut des preuves tangibles. Fait qu'on va chercher les statuts internes rédigés par les partis eux-mêmes, les règlements de discipline, les accords secrets de majorité au niveau local ou même des fuites de communication interne. Faut bâtir un dossier solide. Le but, c'est de documenter, noir sur blanc, que les partis imposent formellement un mandat impératif à leurs élus puis qui les force à voter contre leur conscience sous peine de sanctions. Il faut prouver que le fonctionnement interne du parti viole directement l'article 42 de la Constitution. D'accord, donc on accumule les preuves que ce club privé-là opère de manière complètement antidémocratique. Puis ensuite, c'est quoi? Ensuite, l'étape 2, c'est l'action civile en responsabilité. La coalition citoyenne, elle ne poursuit pas directement les partis, elle poursuit l'État législateur devant un juge civil ordinaire. Toujours en utilisant notre fameux article 1382 sur la responsabilité civile. Exact. Puis l'argument juridique est d'une logique implacable. L'État commet une faute grave par son inaction. Ah, je vois. Il sait très bien que les partis violent la Constitution avec leur discipline de vote, puis pourtant, il continue de leur verser des dizaines de millions d'euros via la loi de financement de 1989. L'État finance sciemment une illégalité avec l'argent des contribuables. C'est une super belle prise de judo, ça. On attaque l'État parce qu'il signe les chèques d'un système corrompu. Puis l'étape 3. C'est là que le piège se referme. Oui, Le but de ce procès civil-là, c'est pas seulement de gagner des dommages-intérêts. L'étape 3, ça consiste à utiliser le procès pour forcer le juge civil à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. attends une minute. La même Cour constitutionnelle qui avait fermé les yeux en 2016 avec son arrêt 130 sur les clubs privés, Justement. mais cette fois-ci, on lui demande pas de regarder le vote au Parlement. On lui pointe une incohérence fatale dans la loi de financement de 1989. Quelle incohérence! On lui dit, regardez, la loi prévoit qu'on peut couper le financement d'un parti s'il est hostile aux droits humains, c'est comme s'il tient des propos racistes. OK. Mais la loi omet totalement de couper le financement d'un parti qui détruit le principe démocratique du vote libre en forçant la main de ses députés. On appelle ça une lacune inconstitutionnelle, une discrimination devant la loi. On oblige la Cour à constater que la loi de financement est trouée. OK. La stratégie sur papier, elle est brillante. Tu sais, on utilise un tribunal civil pour forcer la plus haute cour à admettre que les règles de financement sont absurdes. Ouais, mais, puis c'est un gros mais, nos propres sources révèlent une faille majeure dans ce plan-là. Laquelle? Bien, l'État belge a une fâcheuse tendance à s'asseoir sur les décisions de justice quand ça fait pas son affaire. L'exemple qui est cité est juste ahurissant. Plus de 11 000 condamnations prononcées contre l'État pour le non-accueil des demandeurs d'asile ont été purement puis simplement ignorées. Ouais, l'arrêt Camara, c'est fou. Le gouvernement préfère payer les astreintes ou les ignorer plutôt que de changer de politique. Fait que si je suis le gouvernement puis que je perds sur la loi de financement, pourquoi je ferais pas juste ignorer ce jugement-là aussi? C'est l'éléphant dans la pièce, puis c'est ce que les experts appellent la désobéissance judiciaire délibérée. C'est clair que si l'État refuse d'obéir à ses propres juges nationaux, ben le plan tombe à l'eau. Exact. Puis c'est exactement pour ça que la stratégie ultime ne peut pas se limiter aux frontières belges. Il faut activer la juridiction supranationale. Il faut faire intervenir le bouclier européen. Ah, la cavalerie arrive. Comment l'Europe peut-elle forcer la main de politiciens têtus? Ben, il faut se rappeler d'un principe de base. Le droit européen a la primauté absolue sur le droit national. Si la Cour constitutionnelle belge refuse de voir le problème de la discipline de vote, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, elle ferme pas les yeux. Ils ont des précédents là-dessus.
Oui, nos sources citent 2 arrêts fondamentaux. Le premier, c'est l'affaire Tom of Crane contre l'Ukraine, qui a été jugée en juillet 2025. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans cette affaire-là? La CEDH a établi de manière catégorique que c'est illégal de déchoir un élu de son mandat sous prétexte qu'il a exprimé une divergence d'opinion avec son parti. Fait que la CEDH dit clairement, on peut pas virer quelqu'un parce qu'il a voté selon sa conscience. Exactement. Puis le second arrêt, Carissoni contre l'Hongrie, vient encadrer puis limiter sévèrement les sanctions disciplinaires que les parlements ou les partis peuvent imposer à leurs membres. C'est des bonnes nouvelles. Ces jurisprudences-là, elles créent un filet de sécurité énorme. Mais bon, ça répond pas tout à fait à ta question, comment on force l'État à écouter en pratique. C'est ça le nerf de la guerre. Puis c'est là qu'intervient une instance qui est très redoutée, le GRECO. Le groupe d'État contre la corruption. Ça semble comme une agence d'espionnage dans un film, mais c'est un organe du Conseil de l'Europe. C'est quoi leur véritable pouvoir de coercition? Leur pouvoir, c'est la légitimité internationale puis l'argent. Si la Belgique continue d'ignorer les jugements de ses tribunaux puis qu'elle maintient ce système particratique étouffant-là, le GRECO peut déclencher des sanctions de niveau 3. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En termes diplomatiques, ça signifie une véritable mise sous tutelle internationale. Ouch! Donc, on traite la Belgique comme un État défaillant, au même titre qu'une dictature naissante. C'est pas mal ça. Mais en quoi ça dérange les politiciens locaux tant de ça? Bien, parce que toute la machine particratique belge repose sur sa crédibilité institutionnelle pour attirer des investissements européens puis garder son influence à Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe. Ah, ça leur ferait mal paraître. Une mise sous tutelle, ça détruit cette crédibilité-là. Mais surtout, tu sais, sur le plan strictement juridique, cette menace de sanctions européennes-là, ça devient une arme pour les citoyens belges. Comment ça? Ça prouve, noir sur blanc, que le contrat social national est rompu. Ce constat officiel-là, qui vient des instances internationales, bien, ça renforce considérablement la position des citoyens quand ils retournent devant un juge civil pour exiger réparation. OK, c'est brillant. C'est une véritable stratégie d'encerclement, dans le fond. D'un côté, on a la pression citoyenne par le bas, le monde qui monte des dossiers blindés avec des preuves qui trouvent des failles administratives puis qui pèsent sur le disjoncteur de l'article 159. Oui. Puis de l'autre côté, on a le droit européen puis le GRECO par le haut qui menace de couper la crédibilité internationale puis les fonds si l'État se conforme pas. C'est une tenaille parfaite. Mécanique de précision où chaque niveau, du tribunal de première instance jusqu'au Conseil d'Europe, joue un rôle pour étouffer le monopole des partis. C'est fascinant. Puis je pense que ça nous amène à prendre un pas de recul sur toute notre analyse d'aujourd'hui. Certainement. Ce qu'on retient pour les gens qui nous écoutent, c'est que se plaindre de la politique dans son salon, ben ça change rien. Contrer un système où les partis ont pris le contrôle de l'État, c'est rendu une véritable guérilla juridique. Ça demande une patience infinie, des alliances solides entre syndicats, ONG puis citoyens, puis la capacité de manier des outils extrêmement pointus. C'est un combat de très longue haleine, ouais. Mais, tu sais, au-delà de la stratégie pure, ces sources-là nous forcent à affronter une réflexion philosophique assez vertigineuse sur notre époque. Ah oui, hein? Vas-y. Si on y pense bien, si les parlements sont complètement paralysés par des partis qui pensent juste à leur survie financière, Ouais. puis si le seul recours qui reste aux citoyens pour faire respecter la volonté populaire, c'est de monter des dossiers gigantesques puis de s'en remettre aux tribunaux, Où tu t'en vas avec ça? bien, est-ce que ça signifie pas que les cours de justice sont en train de devenir, par défaut, les véritables parlements d'aujourd'hui? Puis si les juges sont devenus les ultimes arbitres de nos choix de société, ça soulève une question fondamentale que tout le monde devrait se poser. Au final, qui élit les juges? Wow! C'est le genre de paradoxe qui remet absolument tout en perspective. Combattre un déficit démocratique en s'en remettant à des institutions non élues. Exactement. C'est une pensée fascinante pour clôturer. Puis c'est ce qui met fin à notre exploration en profondeur aujourd'hui. Ces mécanismes complexes-là, bien, ils prouvent qu'il reste des leviers puissants, mais ils nous rappellent aussi qu'il faut toujours rester vigilant sur les outils qu'on utilise pour réparer le système. Bonne réflexion à tous. Il y a un chiffre qui donne carrément le vertige quand on s'y arrête 2 secondes. 99,73 %. C'est précis? Très précis. Puis c'est le taux de discipline de vote des parlementaires belges sur les textes du gouvernement. Ah ouais? C'est énorme. Fait que, pour mettre ça en perspective, quand le gouvernement propose une loi, les élus de majorité pèsent sur le même piton en bloc à plus de 99 % du temps. On s'entend que c'est plus juste de la cohésion d'équipe à ce stade-là. Non, ben non, c'est un alignement militaire carrément.
Et le plus ironique là-dedans, c'est que si on remonte au texte fondateur, ben ce même élu-là est constitutionnellement conçu pour être l'entité politique la plus libre, la plus intouchable et la plus indépendante qui soit. C'est un paradoxe spectaculaire. Complètement. Et c'est en plein le cœur de notre plongée dans les documents d'aujourd'hui. On a devant nous des analyses sur les rouages de cette machine-là, puis surtout des protocoles de guérilla juridique montés par des citoyens qui ont décidé de pirater le système pour reprendre le contrôle. C'est fascinant comme stratégie. Vraiment. Mais avant d'arriver à la rébellion, il faut comprendre comment on en est arrivé à avoir des élus qui agissent comme des robots. C'est quoi la règle de base qui est censée les protéger? Bien, la clé de voûte de cette illusion-là, c'est l'article 42 de la Constitution de 1831. C'est un véritable monstre sacré en droit public belge. Un monstre sacré, genre? Ouais, parce que ce texte-là dit très clairement que les membres des deux chambres représentent la nation entière, et non uniquement ceux qui les ont élus. Fait que ce qui veut dire, en termes clairs, qu'un député n'a pas de boss. Le fameux mandat impératif est interdit. Exactement. Juridiquement parlant, ni un électeur, ni une entreprise, ni même un parti politique ne peut dicter la conduite ou le vote d'un député. Zéro lien de subordination. Zéro. Son lien de subordination est censé être complètement sectionné à la seconde où il est élu. Et la Constitution blinde cette indépendance-là avec l'article 58 qui lui donne une irresponsabilité totale pour ses opinions puis ses votes dans l'hémicycle. Sauf que la réalité, on l'a vu avec le 99,73 %, c'est tout le contraire. C'est le jour et la nuit. J'essaie de visualiser le truc. Mettons, c'est comme engager un journaliste pigiste avec un contrat en béton qui garantit qu'il a 100 % le contrôle éditorial sur ses articles. OK. Personne ne peut le poursuivre, personne ne peut changer un mot de son texte. Mais chaque matin, il s'assoit à son bureau puis il attend que le rédacteur en chef lui dicte chaque lettre de son article. C'est une super bonne analogie. Le décalage est tellement absurde que le terme bétail de vote est carrément devenu courant pour décrire ces élus-là. J'imagine le gars, un mardi après-midi au Parlement, qui regarde son chef de groupe pour voir s'il lève ou baisse le pouce avant de peser sur le piton. L'image du pouce levé est pas exagérée du tout, tu sais. C'est la mécanique quotidienne et le détail qui rend cette domination-là possible, c'est un angle mort volontaire. Un angle mort? Ouais. Pendant plus d'un siècle et demi, la Constitution belge fait comme si les partis politiques n'existaient juste pas. Attends, pour vrai? Oui. En Allemagne, mettons, les partis sont encadrés par la loi fondamentale. Mais en Belgique, ils ont longtemps été considérés comme de simples associations de faits, genre comme un club de macramé ou une ligue de quilles. Mais attends un peu. Si les partis opèrent dans un vide juridique de même, puis que la Constitution protège le siège du député, comment le parti fait pour l'obliger à voter comme un soldat? C'est là que ça devient intéressant. Parce que s'ils peuvent pas le congédier légalement de son poste de député, la menace vient d'où? La menace n'est pas légale, elle est carriériste et financière. Les partis contrôlent 3 leviers vraiment redoutables. OK, on écoute. Le premier, c'est ce qu'on appelle la confection des listes, ou le pôle interne. Un pôle? C'est quoi, un genre de sondage auprès des membres? À l'origine, oui. Ça devait être démocratique, mais c'est devenu l'ingénierie du comité central du parti. Ah, je vois le genre. Le système électoral est proportionnel, donc ton élection dépend presque entièrement de ta place sur la liste du parti. Fait que si l'état-major t'aime pas... Voilà. S'il te place dans ce qu'on appelle l'ordre utile, en haut de liste, tu vas siéger. Mais s'il te relègue à la 15e place, tu peux faire la meilleure campagne du monde, c'est terminé. Fait que le critère numéro 1 pour monter sur la liste, c'est d'être un bon petit soldat qui pose pas de questions. Exact. L'exemple classique documenté dans les sources qu'on a, c'est celui de Jean-Marie de Decker. Ah oui, lui. Il était sénateur pour l'OpenVLD, puis à un moment donné, il s'est mis à contredire la ligne du parti, à faire des vagues. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Le parti l'a exclu. Grâce à l'article 42, de Decker a gardé son siège au Sénat, parce que la Constitution l'a protégé. OK, fait qu'il est resté là. Puis, il est resté là, mais l'appareil de son parti l'a complètement asséché. Plus de budget de fonctionnement interne, plus de temps de parole et évidemment, mort politique garantie aux élections suivantes au sein de cette formation-là. Ouch! Le siège est protégé, mais on te coupe l'oxygène solide. Complètement. Puis ça m'amène au deuxième levier, l'argent. J'ai lu les montants impliqués avec la fameuse loi de 1989 sur le financement, puis c'est capoté. Ah, c'est des sommes astronomiques. La loi de 1989 a instauré un financement public massif, à la base pour assainir la politique, mais l'argent est versé aux partis. Pas aux élus individuels. Non, pas aux élus.
Fait que la symétrie devient totale. Le parti a des millions d'euros, il embauche des armées de juristes, d'experts en communication. Puis le député de base, qu'est-ce que c'est? Le député de base, lui, ben, il a un assistant à mi-temps. C'est fou, j'ai une image en tête pour ça. C'est comme le modèle d'une franchise de restauration rapide. Mettons un McDo. OK, je te suis. Le député, c'est juste le propriétaire de la succursale locale. Mais c'est le siège social du parti qui possède la marque, qui décide du menu, qui paye pour les pubs à la télé, puis qui contrôle la caisse enregistreuse. C'est très vrai. Si le franchisé décide de vendre la poutine au lieu des frites standards du parti, ben, le siège social révoque sa franchise. L'élu devient juste le porte-voix d'une expertise qu'il n'a juste pas les moyens de challenger. C'est une excellente métaphore. Et le siège social, dans ce cas-ci, ben, ça nous amène au troisième levier de la particratie, le fameux cairn. Le cairn. On entend souvent ce mot-là dans la politique belge. Ça sonne un peu comme un réacteur nucléaire, honnêtement. Ouais, c'est un peu ça. Mais concrètement, c'est quoi, une réunion secrète dans un bunker? Pas loin. C'est le Conseil des ministres restreint, le cœur du pouvoir exécutif. Et ça se passe le lundi matin. OK. Les présidents de partis, qu'on surnomme souvent les rois sans couronne, s'assoient avec leurs principaux ministres. Fait que les vrais boss sont là. Exactement. Ce n'est pas au Parlement que les lois se débattent. C'est le lundi matin à huis clos que ces chefs-là décident du casting, des compromis puis de la ligne de conduite de la semaine. Fait que le Parlement devient juste une chambre d'enregistrement pour approuver ce qui s'est dit le lundi matin autour d'un café. C'est pas mal ça. Et le ciment de tout ça, c'est l'accord de gouvernement. C'est quoi ça exactement? C'est une brique de plusieurs centaines de pages qui est négociée après les élections. Pour les partis, c'est le contrat suprême. Un député qui vote contre une virgule de cet accord-là est vu comme un traître qui met en péril la survie même du gouvernement. C'est lourd, mais tu sais, il y a quand même un truc qui cloche là-dedans. Des politiciens, c'est censé avoir de l'ego ou de l'ambition. Sûrement, oui. On regarde ce cartel de partis qui a pris l'État en otage, puis on se demande un peu, pourquoi personne s'est rebellé avant? Pourquoi les citoyens puis les élites ont toléré un système aussi cynique depuis des décennies? Bien, si on veut comprendre la mécanique historique sans faire de morale, faut regarder la théorie de la démocratie consociationnelle. C'est un grand mot, ça. Oui, c'est un concept qui a été développé par le politologue Arend Lipfer. Et c'est vraiment fascinant pour expliquer le cas belge. Comment ça s'applique à eux autres, mettons? Au 20e siècle, la Belgique n'était pas juste un pays divisé, c'était une société fracturée de bord en bord. Linguistiquement, on s'entend? Oui, des clivages linguistiques entre flamands et francophones, mais aussi des clivages religieux entre catholiques et laïcs, des clivages sociaux. La société est organisée en piliers complètement étanches. Des piliers. Ouais. Tu naissais dans le pilier socialiste, tu allais à la mutuelle socialiste, tu lisais le journal socialiste. Tu croisais genre jamais un catholique conservateur. Ah ouais? Un pays structuré comme ça, c'est une poudrière? Absolument. Au moindre désaccord sur la frontière linguistique ou sur le financement des écoles, ça pète. C'est exactement le danger qui guettait. Pour éviter la guerre civile ou la scission pure et simple du pays, il fallait que les élites de chaque pilier négocient des compromis super complexes. Fait qu'imaginons une crise majeure dans les années 60 sur la fixation de la frontière linguistique. Les chefs trouvent un compromis à l'arraché à 3 heures du matin. Voilà le nœud du problème. Si le lendemain matin au Parlement, les chefs n'ont pas la certitude à 100% que leurs députés vont voter pour ce compromis-là parce qu'ils préfèrent suivre leur conscience individuelle, l'accord s'effondre. Exact. L'accord s'effondre, puis le pays est paralysé. La discipline de faire des partis, ce n'était pas perçu comme une dictature à l'époque. C'était une normalité fonctionnelle. Je vois. Le député réduit au rôle de bétail de vote a littéralement été le prix à payer pour maintenir le pays en un seul morceau. OK, la particratie comme mécanisme de survie nationale, c'est brillant historiquement. Mais on sent bien que l'élastique était tiré au maximum aujourd'hui. Il est sur pas une pétée. Ce qui sauvait le pays dans les années 60 est en train de l'étouffer. La fatigue démocratique dont parlent nos sources est palpable. La machine est jammée, carrément. L'appareil d'État montre des défaillances structurelles majeures, puis le citoyen se cogne la tête contre un mur juridique. C'est ce qu'on appelle l'impasse des recours. Parce que, si je comprends bien le droit belge, tu peux pas juste poursuivre le gouvernement parce que tu trouves que le système marche mal. L'action populaire n'existe pas. Non. L'action populaire, ou actio popularis en latin, ça permettrait à n'importe quel citoyen de saisir un juge pour faire annuler un acte illégal de l'État dans l'intérêt général. Mais en Belgique, pas possible. En Belgique, c'est interdit. Il faut prouver un préjudice direct, personnel et certain pour avoir le droit d'aller en cours.
Fait que pendant ce temps-là, le cartel s'en donne à cœur joie. Oh que oui. On parle de cabinets ministériels qui agissent comme des administrations fantômes hyper opaques. L'État refuse même d'exécuter des décisions de justice, genre sur la surpopulation des prisons. C'est un gros problème, ça. Ils aiment mieux payer des amendes astronomiques que de froisser l'équilibre politique de leur accord. C'est rendu que le pays risque d'être mis sous tutelle par le GRICO, le groupe européen anticorruption. C'est un mur de briques institutionnel. Mais c'est ça, mais c'est face à cette inertie-là, face à ce mur-là, qu'une brèche a été ouverte par la société civile. Et ça ne s'est pas fait sur un enjeu institutionnel au départ. C'était sur quoi, Yvan? C'était sur le climat. L'affaire climat ou climat-sac en 2023. Comment 60 000 citoyens ont réussi à contourner l'interdiction de l'action populaire? C'est quoi la twist légale qu'ils ont trouvée? Ils ont utilisé une approche vraiment audacieuse. Au lieu de dire « j'ai un dommage personnel », ils se sont regroupés pour prouver un intérêt commun à agir face à l'inaction climatique de l'État. Brillant! C'était un tournant jurisprudentiel majeur. Les juges ont accepté de les entendre. Et c'est pas juste symbolique, hein? La Cour d'appel a carrément ordonné à l'État de réduire ses émissions de 55 % d'ici 2030. C'est un précédent massif. Énorme. Les citoyens ont prouvé qu'ils pouvaient forcer la main du gouvernement sans passer par des députés paralysés. Fait que là, l'étincelle est allumée. L'étincelle de Climat-Sac a provoqué une vraie prise de conscience. Si on peut utiliser les tribunaux pour forcer l'État à agir sur le climat, est-ce qu'on peut utiliser ces mêmes tribunaux-là pour forcer l'État à respecter sa propre constitution? Et boum, c'est la genèse du mouvement Démocratisac. Exactement. Là, on rentre dans le vif du sujet, dans la fameuse guérilla juridique, parce que tu peux pas arriver devant la Cour constitutionnelle puis juste dire « Ah, annulez cette loi-là, les députés ont voté sous la pression de leur parti. » Non, ça ne marchera pas. La Cour va te répondre que les formulaires ont été remplis correctement puis que les pitons ont été pesés. Fait qu'ils sortent les outils du droit civil. C'est une ingénierie juridique d'une grande sophistication, je te dis. L'arsenal de Démocratisac repose sur 2 attaques majeures. Vas-y. La première utilise un vieil outil, l'article 159 de la Constitution qu'on appelle l'exception d'illégalité. L'exception d'illégalité. Ça sonne comme une carte sortie de prison au Monopoly, mais en version droit public. Explique-moi la mécanique derrière ça. C'est un pouvoir immense et perpétuel qui est donné aux juges civils. L'article 159 stipule que les tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements de l'exécutif que s'ils sont conformes aux lois supérieures. OK, donne-moi une situation visuelle pour qu'on comprenne bien. Mettons que le fameux Cairn, un lundi matin, décide de passer un règlement à huis clos pour contourner le Parlement. S'il publie un arrêté royal ou ministériel qui est illégal, un simple citoyen qui est affecté par cet arrêté-là peut aller voir un juge civil ordinaire. Puis il demande quoi? Il demande qu'on écarte le règlement de son cas spécifique. Le juge n'annule pas l'arrêté pour tout le monde, mais il le paralyse. Wow! Ça court-circuite complètement le manque de contrôle du Parlement. Fait que le règlement tombe à l'eau pour cette personne-là. Mais bon, c'est du cas par cas. L'attaque la plus spectaculaire, celle qui vise carrément la jugulaire de la particratie selon nos sources, c'est leur offensive avec l'article 1382 sur la responsabilité civile. Oui, ils attaquent le nerf de la guerre, le cash. Raconte. L'objectif est hallucinant d'audace. Ils poursuivent l'État pour faute, spécifiquement l'État législateur, pour avoir maintenu en place la fameuse loi de 1989 sur le financement des partis. Attends, je vais être sûre de suivre la logique de leur argumentaire. Ils disent aux juges civils, la loi de financement crée une lacune inconstitutionnelle. C'est quoi la lacune au juste? Le génie est dans la lecture croisée des textes. La loi de 1989, à son article 15 ter, prévoit de couper les vivres aux partis qui violeraient la Convention européenne des droits de l'homme. OK. Donc, mettons qu'un parti est ouvertement raciste, on lui coupe son financement public. La loi punit cette violence-là. C'est logique. Mais l'argument de Démocratisac, c'est de dire cette même loi-là ne prévoit aucune sanction financière pour les partis qui violent ouvertement l'article 42 de la Constitution. L'interdiction du mandat impératif? Exactement. Fait que la loi continue de donner des millions à des partis qui opèrent ouvertement des systèmes de coercition qui briment l'indépendance de leurs propres élus, ce qui est le fondement de la démocratie belge. C'est brillant? C'est du piratage juridique. Ils se servent des propres contradictions du droit pour coincer le système. Et ils espèrent que le juge civil va finir par poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour trancher. La société civile se contente plus de manifester avec des pancartes. Elle lit les codes de droit, puis elle frappe dans les angles morts. Exactement. Puis pour bien montrer qu'on parle pas dans le vide avec cette théorie-là, il y a un cas très chaud qui vient de débarquer dans nos sources.
l'adoption, en mai 2026, de ce qu'ils appellent la version 1.0 de la loi Kenton. Ouf, oui. Une législation extrêmement controversée qui cristallise vraiment toutes ces tensions-là. On s'entend que c'est une loi qui donne des soirs froides aux associations. Elle donne le pouvoir à l'exécutif de suspendre immédiatement, par simple arrêté royal, une association sous prétexte de maintien de l'ordre public. Sans procès? C'est l'exécutif qui juge puis qui exécute sans passer par un tribunal au préalable. La riposte des syndicats et des citoyens a été fulgurante. Ils n'ont pas juste fait une pétition sur Internet, là. Non, vraiment pas. Ils ont sorti un document qu'ils appellent l'Arsenal juridique de défense. C'est littéralement un manuel de survie opérationnelle. Il est divisé en 5 phases de riposte qui vont de la simple prévention par la vérification des statuts de l'association jusqu'à des contre-attaques d'une agressivité légale remarquable. J'ai accroché solide sur la phase 5 du protocole, moi. Si l'exécutif ordonne la suspension de leur association, il prévoit attaquer en responsabilité civile pour dommages. Ouais. Mais c'est pas tout. Il prévoit le dépôt de plaintes pénales directes contre les fonctionnaires publics impliqués. Pour abus d'autorité. C'est ça. Fait que le bureaucrate qui signe le papier ou le flic qui vient mettre le cadenas sur la porte de l'association se fait poursuivre personnellement pour avoir appliqué une mesure sans contrôle d'un juge. La dynamique est complètement inversée. L'intimidation change de camp. On judiciarise chaque tentative de coercition de l'État. Ça démontre une professionnalisation extrême de l'action citoyenne qui retourne carrément les armes de la bureaucratie contre elle-même. C'est un bras de fer monumental. Si on prend un peu de recul pour regarder le portrait global de notre analyse, là, d'un bord, tu as un système fondé sur le mirage de l'article 62, vampirisé par un cartel de partis qui a gardé le pays soudé pendant les crises en transformant ses élus en bétail de vote. Ouais. Et de l'autre bord, tu as une armée de citoyens armés du Code civil, boostée par la victoire de Climat-Zac, qui utilise l'article 159 puis qui poursuivent l'État pour couper le financement des partis. C'est la théorie constitutionnelle qui se fracasse contre la réalité politique sous l'arbitrage des tribunaux civils. Et justement, pour boucler la boucle aujourd'hui, on découvre dans nos sources une piste d'atterrissage vraiment inattendue. L'avenir du système passera peut-être pas seulement par les juges, mais par une patente hyper innovante qui se teste à Bruxelles. Les commissions délibératives mixtes. Exact. Oui. C'est quoi ça? C'est une expérimentation sociologique et politique fascinante. Ces commissions-là mélangent physiquement des parlementaires, ultra disciplinés par leur parti d'habitude, et des citoyens tirés au sort. Tout le monde ensemble. Tout le monde. Ils s'assoient autour de la même table pour débattre et préparer des recommandations. Puis c'est là que l'aspect humain vient briser la machine. Face à d'autres politiciens, l'élu ressort ses cassettes puis ses éléments de langage de parti. Bien sûr. Et quand l'élu est assis en face d'une infirmière, d'un prof ou d'un mécanicien pigé au hasard, la dynamique explose. Des chercheurs appellent ça l'impératif délibératif. La pression sociale, le regard direct d'un citoyen qui te demande « Hey, mais pourquoi tu refuses cette idée de bon sens? » Ça crée une friction psychologique. Ah ben oui, c'est sûr. L'élu a beaucoup plus de mal à justifier un vote aveugle ou une ligne de parti absurde face à des gens ordinaires. C'est sûr qu'au final, c'est encore les élus qui votent formellement pour respecter la Constitution. Mais la dynamique de bloc de 99,73 % vient de prendre un méchant coup dans l'aile. Et c'est là-dessus qu'on peut s'arrêter pour réfléchir. Totalement. Il y a de quoi se demander ce qui se passerait si on appliquait cette méthode-là au niveau local ou national, partout. Qu'est-ce qui arriverait si la survie du système des partis ne dépendait plus des whips ou de l'argent de la loi le 89, mais devait survivre à la simple friction de la honte humaine, au fait de devoir regarder ses propres concitoyens dans les yeux au moment de peser sur le piton? C'est une sacrée piste à explorer pour l'avenir de nos démocraties. Bienvenue à The Debate. Imaginez la voûte d'une banque ultra sécurisée. On parle de murs en titan, là. Ouais, des scanners biométriques, des détecteurs de mouvement à chaque coin. C'est ça. Tout est pensé au millimètre pour empêcher la moindre intrusion de l'extérieur. C'est binaire, c'est clair, puis surtout, ça rassure le grand public. Le système parfait pour repousser n'importe quel braqueur de banque, en fait. Exactement. Sauf que, le public sait pas tout. Que se passe-t-il si on découvre que les concepteurs de cette voûte-là ont secrètement désactivé les caméras de l'intérieur? Ah, le classique vol de l'interne. C'est pire que ça. Un petit groupe possède les codes, entre tous les matins par la porte arrière et vide méthodiquement les réserves. Et le pire là-dedans,
ben, ils le font en toute légalité. Le public voit une forteresse impénétrable, mais en arrière-scène, c'est un pillage institutionnalisé. C'est une excellente allégorie. Aujourd'hui, on se penche sur une friction fondamentale au cœur même de la démocratie belge. On analyse le gouffre entre la théorie constitutionnelle puis la réalité du pouvoir. Absolument. Le texte officiel, l'article 42 de la Constitution, garantit noir sur blanc que les élus sont libres. Mais sur le terrain, ben, les états-majors des partis contrôlent absolument tout. C'est la particratie. Fait que la question centrale aujourd'hui, c'est comment on fait pour retourner le système juridique contre lui-même pour briser ce monopole partisan. Moi, je suis convaincu qu'on doit privilégier une attaque interne devant les juges civils belges pour asphyxier financièrement les partis. Et moi, je maintiens que le système interne est bien trop verrouillé pour s'autodétruire et qu'ils font un électrochoc supranational via la Cour européenne des droits de l'homme pour forcer une réforme structurelle. Alors, pour mettre la table et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le droit constitutionnel belge, l'article 42, ça date de 1831. L'idée, c'était le mandat libre. Oui, le fait qu'un élu représente la nation entière, pas son parti, pas un lobby, il reçoit d'ordre de personne. Mais la réalité fait mal à voir. Aujourd'hui, les chefs de parti dictent les votes avec une discipline de fer. Les chiffres sont juste fous. On parle d'un taux de cohésion de 99,73 % lors des votes stratégiques. C'est presque soviétique comme cohésion, là. C'est une fiction totale. Sur 10 000 votes, l'indépendance de l'élu s'exprime dans même pas 30 cas. Et si un député ose penser par lui-même, ben il risque l'exclusion immédiate. Certains signent même des lettres de démission en blanc avant d'entrer en poste. Ce qui est complètement fou, on va se le dire, mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Tu veux utiliser le système belge pour détruire la particratie belge. Absolument. C'est l'attaque de l'intérieur. Mais c'est comme demander au renard de vérifier la sécurité du poulailler, tu sais. Moi, je regarde l'architecture de ce système-là, puis je vois des défenses immunitaires parfaites. Je suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi. Ma stratégie, c'est pas de demander poliment aux partis de changer, c'est de s'attaquer à leur oxygène. Et leur oxygène, ben, c'est l'argent. L'argent public, surtout. Exact. La particratie survit juste grâce à un financement public massif. Ils ont un trésor de guerre cumulé qui dépasse les 160 millions d'euros. Cet argent-là sert à la propagande, aux armées de conseillers, puis à écraser toute concurrence. Fait que ton plan, c'est de frapper au portefeuille. C'est de l'ingénierie juridique pure. Je propose d'utiliser la loi de financement des partis de 1989 contre elle-même. OK, expliquons cette loi-là pour nos auditeurs, parce que c'est le cœur de ton argument. C'est une loi votée pour assainir le financement politique qui encadre les millions de dotations. Oui, et au cœur de cette loi-là, il y a l'article 15 ter. C'est notre fameux système d'alarme de la banque. Bon, l'article qui coupe les vivres. Exact. L'article 15 ter dit que si un parti politique viole la Convention européenne des droits de l'homme, disons, il tient des propos racistes, sa dotation est suspendue. C'est super. Mais le vice de fabrication, il est où? Le silence de la loi. Oui, la loi est complètement muette si le parti viole la propre constitution belge. Fait que si un parti viole l'article 42 en forçant ses députés à voter contre leur conscience avec du chantage, ben il n'y a aucune sanction financière. L'alarme sonne pour les vêtus de l'extérieur, mais pas pour les voleurs dans l'intérieur. C'est une asymétrie flagrante. En droit, on appelle ça l'incompétence négative. Le législateur a fait preuve de négligence en omettant cette protection. L'idée, c'est d'attaquer l'État devant un juge civil pour cette omission. Attends un peu. Tu vas devant un juge de première instance, un juge civil ordinaire, pour juger l'État. Pas pour qu'il tranche le fond, mais pour forcer ce juge à envoyer une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Je veux que les sages déclarent cette asymétrie discriminatoire. Si la loi tombe, les 160 millions tombent. Et là, ils vont paniquer. C'est super beau, ce papier-là. Intellectuellement, c'est brillant. Mais c'est de la pensée magique, ton affaire. Tu penses vraiment qu'un juge civil va jouer le jeu? Pourquoi il ne le ferait pas si le droit civil de base est applicable? Du Parlement? Ouais, c'est la règle de Las Vegas, mais pour le politique. Ce qui se passe au Parlement reste au Parlement. Les tribunaux sont terrifiés à l'idée de s'immiscer dans la cuisine politique à cause de la séparation des pouvoirs. Sauf que là, on parle du financement des structures partisanes, pas des débats à la Chambre. Mais c'est intrinsèquement lié. Tu as aussi l'article 58 de la Constitution. Cet article-là protège le vote du député. Un juge civil va dire « Moi, je ne peux pas vérifier si un parti a tordu le bras d'un élu
Parce que pour faire ça, je dois enquêter sur le vote lui-même. Puis c'est formellement interdit. La porte est blindée. C'est un point intéressant, bien que je l'aborderai différemment. Le truc, c'est que mon but n'est pas d'annuler une loi votée sous pression. Ben, tu fais quoi d'abord? Je veux faire déclarer la loi de financement discriminatoire. On contourne l'immunité du vote parlementaire et on a un précédent énorme pour ça, la jurisprudence Ferrara de 2006. L'arrêt sur la responsabilité de l'État législateur. Exact. Cet arrêt-là permet de faire condamner l'État s'il maintient une loi constitutionnelle. On ne demande pas au juge d'enquêter sur les débats. On lui demande de constater un vice de fabrication dans le texte de la loi de financement. L'article 58 protège la parole du député. Il ne protège pas les 75 millions de subventions du parti. OK, je te donne ça. La subtilité est là. Tu attaques la distribution de l'argent, mais tu frappes un mur encore plus gros. L'intérêt à agir. Le fameux dommage direct. Ben oui, c'est le talent d'Achille de ta stratégie. En Belgique, l'actio popularis, ça n'existe pas. Un simple citoyen ne peut pas juste poursuivre l'État parce qu'il trouve que la particratie, c'est pas fin. C'est vrai, un citoyen ordinaire n'a aucune chance. Le juge va le regarder puis dire « il est où votre dommage personnel? » C'est impossible pour un électeur de prouver qu'une consigne de parti lui a coûté de l'argent ou causé un préjudice direct. C'est irrécevable en 3 minutes. Et c'est exactement pour ça que c'est pas un citoyen lambda qui doit lancer la poursuite. Mon acteur clé, mon cheval de Troie, c'est le député dissident lui-même. Le gars qui se fait crasser par la machine. Oui. Prends un cas concret, tu sais. On a des preuves que des partis forcent leurs élus à rétrocéder une énorme part de leur indemnité, parfois jusqu'à 23 % du salaire, comme dans les statuts de certains partis de gauche radicaux. C'est une vraie taxe de parti, là. C'est énorme. Imagine ce député qui dit « Non, moi je vote selon l'article 42 ». Le parti l'exclut, coupe ses ressources, exige des pénalités. Ce député subit un préjudice financier et moral, direct, chiffrable. Fait que lui, il a un intérêt à agir béton. Exactement. Il devient le requérant parfait. Il dit au juge civil « L'État me cause un dommage parce qu'il continue de financer la structure qui me harcèle et viole la Constitution. » Le juge, face à un dommage financier clair, n'a plus l'excuse des internats corporis. Il est obligé de poser la question préjudicielle. Je vois les choses d'une autre manière. Tu sais, l'idée du député sacrifié, c'est presque poétique, c'est beau, mais en pratique, comment le juge civil belge va regarder ce parti-là? Il va le regarder comme une entité qui touche des millions de l'État. Non, en droit belge, les partis politiques n'ont même pas de personnalité juridique unifiée. Ce sont des nébuleuses, des ASBL morcelées, des associations de faits. Ça n'empêche pas l'État de signer les chèques de dotation. Peut-être, mais quand le juge va analyser l'exclusion du député, il va juste ouvrir les statuts de la petite ASBL du parti. Le parti va dire « Ben quoi, on est une association privée. Il a manqué à notre charte interne, on l'a exclu dans les règles. » Ouais, Et le juge va s'arrêter là. La Cour constitutionnelle belge a une jurisprudence très constante. Elle refuse d'annuler des trucs sous prétexte de pression interne. Pour eux, l'organisation des partis, ça relève de la liberté d'association. Sauf que si le contrat de base, l'adhésion au parti oblige à renoncer à une protection constitutionnelle, la cause est illicite. Forcer un vote, c'est illégal, donc l'article des statuts de la SBL est nul. T'sais. Théoriquement, oui, mais aucun juge de première instance en Belgique va oser désosser un grand parti gouvernemental là-dessus. La pression systémique est trop forte. C'est l'omerta fonctionnelle. Fait que tu penses qu'on est pro-piège? En interne, oui. L'appareil se protège. C'est pour ça qu'il faut sortir du labyrinthe national. La seule vraie solution, c'est l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH à Strasbourg. Et qu'est-ce qui te fait croire que Strasbourg va être plus courageuse qu'un juge à Bruxelles, là? Parce qu'ils sont hors du système. La CEDH s'emballe de nos petits ASBL belges puis de nos internets corporis. Eux, ils regardent la réalité matérielle. Regarde l'arrêt Tomenko ou l'arrêt Mugamango. L'arrêt ukrainien sur l'exclusion des députés? Exact. Dans le Tomenko, la Cour a dit que le mandat appartient à l'électeur et à l'élu, pas au parti politique. Un parti qui révoque un élu sur une base idéologique, c'est une violation des droits de l'homme. Point final. Ouais, mais attends. Le contexte est différent. En Ukraine, le parti te volait littéralement ton siège. T'étais mis à la porte du Parlement. En Belgique, si tu as exclu ton parti, tu gardes ton siège. Tu deviens indépendant. Tu gardes ton siège, oui, mais t'es neutralisé. Tu perds tes financements, ton temps de parole, l'accès aux commissions. L'appareil d'État est structuré pour t'asphyxier si t'es pas dans un grand parti. C'est dur, c'est vrai, mais est-ce que c'est une violation des droits humains? Absolument.
Si ce député belge va à Strasbourg et démontre que tout l'écosystème belge récompense la coercition, la CDH va condamner l'État belge pour défaillance systémique, violation de l'article 3 du protocole numéro 1 sur les élections libres. OK, après? Après, l'Europe va forcer la Belgique à adopter une vraie loi organique des partis politiques, avec un contrôle externe, comme les Allemands l'ont fait. Je suis pas du tout convaincu par ce raisonnement-là. Alors, l'arrêt européen, c'est l'arme nucléaire juridique pourtant. C'est un tigre de papier, ton arme nucléaire. Regarde l'historique de la Belgique avec les condamnations internationales. On a une crise de l'asile en ce moment. L'État accumule des milliers de condamnations avec des astreintes financières parce qu'ils ne logent pas les demandeurs d'asile. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils ignorent les décisions, je sais. Exact. Ils les ignorent. Même affaire avec l'affaire Climat-Sac sur le climat. La Belgique se comporte presque comme un État voyou face à la justice. C'est de l'inertie politique, oui, c'est frustrant. C'est un refus d'obtempérer. Fait qu'imagine ton scénario. Ton député se bat pendant 8 ans. Il va à Strasbourg, il gagne. La Cour européenne dit « Tac, c'est pas bien la Belgique ». Qu'est-ce qui se passe le lundi matin? Le comité des ministres du Conseil de l'Europe met la pression. Puis la Belgique paye une petite amende, s'excuse et crée une commission parlementaire qui va débattre de ta loi organique pendant 15 ans sans rien faire. Une condamnation de Strasbourg sans sanction financière immédiate, c'est comme donner une contravention morale à une multinationale ultra rentable. C'est cynique un peu, ton affaire. C'est réaliste, hein? La particratie comprend qu'un seul langage, les 75 millions d'euros par année. C'est pour ça que la justice constitutionnelle belge, qui a le pouvoir de couper les vivres le jour même, est notre seule vraie option. L'argent est le nerf de la guerre, je te l'accorde, mais t'oublies le dernier verrou, le plus gros de tous, dans ta stratégie interne. Lequel? Qui va trancher à la fin? La Cour constitutionnelle belge. Et elle est composée de qui, cette cour-là? De juges professionnels et d'anciens politiciens. Exactement. La moitié sont des anciens parlementaires nommés par les chefs de parti que tu essaies de ruiner. Ouais, mais une fois nommés à vie, ils sont indépendants. L'histoire prouve que des juges peuvent surprendre leur famille politique. Sur des enjeux de société, oui, mais là, tu leur demandes d'effacer le code source de leur propre écosystème. Et même si la Cour te donne raison sur l'incompétence négative, ils ont une botte secrète, le fameux maintien des effets de la loi. Ouais, le droit de donner un sursis. Voilà. Ils vont dire « La loi est inconstitutionnelle, on est d'accord, mais pour éviter le chaos financier de l'État, on maintient les dotations pendant 5 ans, le temps que le Parlement corrige le tir. » Ce qui donne le temps aux partis de s'arranger. Et pouf, ton asphyxie financière s'évapore complètement. C'est pour ça que l'Europe reste vitale. Sans la pression externe d'une juridiction qui n'a aucune allégeance aux politiques belges, ton juge interne va toujours trouver une porte de sortie procédurale. C'est fascinant à quel point on joue à la même réalité, mais avec des lunettes opposées. Qu'on choisisse l'attaque interne ou externe, on s'entend tous les deux sur un truc. L'article 42 est aujourd'hui une fiction totale. Le droit constitutionnel est devenu un décor de théâtre. Absolument. On a remplacé l'esprit de 1831 qui voulait protéger l'élu du roi par un système où une poignée de présidents de partis ont un droit de vie ou de mort politique sur les députés. De mon côté, je maintiens que l'asphyxie financière de l'intérieur via la justice civile reste l'outil le plus puissant. Menacer les millions, c'est la seule façon de créer une urgence existentielle que Strasbourg pourra jamais imposer assez vite. Et moi, je reste assis sur ma position. L'omerta belge est trop épaisse. Face à des experts en paralégalité qui protègent la machine, ça prend un bélier externe. Le filet de sécurité de la CDEH, c'est la seule façon de briser cette immunité. Ce qui est sûr, c'est que le droit est devenu une véritable arme stratégique dans ce combat-là. T'sais. Alors, est-ce qu'on coupe le courant de l'intérieur ou est-ce qu'on défonce les murs de l'extérieur? On vous laisse, chers auditeurs, le soin de tirer vos propres conclusions sur la meilleure façon de sauver le mandat libre. Le coffre-fort de la démocratie attend juste d'être craqué. Exactement. Merci de nous avoir rejoints pour The Debate. À la prochaine.